Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Cette libre antenne qui vous donne la parole pendant 2 heures de direct, 2 heures aussi pendant lesquelles vous écoutez les histoires de vie et les questionnements des uns et des autres, mes réponses aussi. Si la parole a ce pouvoir extraordinaire de donner accès à un sens jusque-là occulté, c'est parce que parler est le moyen le plus puissant pour penser. Grâce à la parole, on se surprend en train de dire des choses qu'on n'avait jamais dites jusque-là. Cette parole vous révèle alors des significations dont vous n'aviez pas jusqu'alors pris pleinement conscience. C'est ce qu'on appelle en psychanalyse le pouvoir de symbolisation ou d'élaboration du vécu par la parole. Mais cette puissance de la parole n'est pas automatique. Elle n'est pas inhérente à toute parole prononcée. Évidemment, on peut en effet parler pour ne rien dire. Alors de quoi dépend ce pouvoir révélateur de la parole ? Eh bien, ce pouvoir dépend des conditions, du cadre, autrement dit, dans lequel on s'exprime, et du destinataire de la parole. C'est parce que vous savez écouter que cette écoute devient susceptible de mobiliser de votre part un récit authentique. En d'autres termes, c'est la nature des relations intersubjectives entre celui qui parle et celui ou ceux qui écoutent, c'est-à-dire vous aussi, chères auditrices et auditeurs, qui devient décisive sur le pouvoir symbolisant de la parole. Et c'est cette écoute qui permet à celui qui parle de ne pas seulement chercher à se faire comprendre, mais de chercher aussi à dire ce qu'il tient sincèrement pour vrai. Je vous parlerai demain soir en quoi cette écoute comporte certains risques. Allez, suspense. En attendant, toute l'équipe est à votre écoute. Corentin et Amandine reçoivent vos appels au 39 21 et c'est Fabrice Fougerousse qui réalise cette émission. Vous pouvez aussi réagir par SMS à ce que vous entendez à l'antenne en composant le 7 39 21 précédé du mot nuit écrit en majuscule ou envoyer un message privé sur la page Facebook de Libre Antenne du week-end ou encore un mail sur europe1.fr rubrique Libre Antenne. Allez, on vous rappellera 39 21, je vous écoute et je vous réponds. Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Hélène. Oui, bonsoir Sophie. Alors voilà, moi ce soir je me permets de vous téléphoner pour vous parler de mon fils de 17 ans. Je suis un peu perdue et surtout je me fais beaucoup de soucis. Car ça a toujours été un enfant un petit peu compliqué. Un petit, il était mal dans sa tête, pas confiance en lui, échec scolaire. On a été voir des psys, des neuropsychologues. Entre autres, moi j'étais beaucoup aussi sur son dos pour qu'il réussisse à l'école. Et à l'heure actuelle, il a 17 ans. Et c'est un enfant qui nous en fait voir de toutes les couleurs. D'entre autres, ils nous ont déjà avant, c'était dur, mais depuis la séparation du papa, voilà, ça a été terrible. C'est terrible. Il a des frères et sœurs ou il est enfant unique ? Non, il a une sœur jumelle. Ah, une sœur. Et avec elle, ça se passe comment ? Là, il n'y a plus de contact du tout, en fait. Parce que moi, je suis arrivée à un point où j'ai perdu 10 kilos. Oui. J'en ai plus la nuit. Donc, en fait, là, il vit chez son papa. Et sa sœur est où ? Sa sœur, elle est à la maison, elle est avec moi. D'accord, donc ils sont séparés depuis quoi ? Depuis la séparation ? Non, depuis 1 mois. Et la séparation, elle est... on s'est séparés il y a à peu près 12 mois. D'accord. Et en fait, ce choix-là, c'est parce que justement, comme vous dites, il est un peu ingérable. Et donc... avec moi, il était ingérable, oui. Ouais. Depuis la séparation, en fait, quand le papa était là, ça allait à peu près. Mais on sentait depuis qu'il avait été au lycée, qu'il avait changé de fréquentation. Oui. Et ça devenait compliqué. Et quand il y a eu la séparation, donc cet été, l'été 2016,
Il a pris le dessus sur moi, en fait. Ouais. Hein. Et c'était en répétition, hein. C'était tous les soirs des disputes, des fugues. Il partait pendant 2 jours. Je téléphonais partout, j'étais super inquiète. Après, il a voulu arrêter le lycée pour faire un apprentissage. Donc j'ai toujours, j'ai toujours suivi, j'ai toujours essayé de l'aider au mieux. Donc il voulait arrêter, donc on a arrêté le lycée. Il a voulu chercher un apprentissage, mais il était trop tard. Donc là, il a été dans une classe pour qu'il voie des stages. On a toujours été allé dans son sens pour qu'il se sente bien. Oui. Et je m'aperçois que pendant 8 mois, maman, il m'a fait vivre un cauchemar. Oui, mais comme vous dites, vous êtes allé dans son sens. Ouais. Et du coup, ça le fragilise énormément. Des adultes qui vont dans son sens à lui. Lui, il ne connaît pas son sens à cet âge-là. C'est vous qui lui donnez le sens. Si vous le suivez, alors il est perdu. Il a besoin de suivre. À cet âge-là, on a besoin de suivre les adultes. Quitte à s'en détacher, quitte à aller contre, à s'opposer dans l'adolescence. Mais qu'il y a des capitaines dans le bateau. Oui, et c'est vrai que pourtant, j'ai essayé de m'imposer le mieux que je pouvais. Enfin, bon, ça va que le papa, bonne relation, toujours là en cas de besoin. Et combien de fois j'ai appelé le papa le soir, tard, en disant « Viens, j'en peux plus » parce qu'il est violent. Oui, mon fils est violent. Ce qu'il y a souvent, et c'est toute la difficulté pour vous en tant que maman, peut-être aussi pour le papa, j'en sais rien, mais c'est pas tant le fait de devoir s'imposer, parce qu'à ce moment-là, vous passez en mode autoritaire, et avec un jeune comme ça passe pas, mais c'est plus de créer du respect. Et le respect, il passe d'abord par le respect de vous. Alors si vous avez traversé en même temps quand même un divorce, vous avez peut-être d'autres événements de votre vie, en tout cas vous n'étiez peut-être pas au mieux de votre forme, on va dire, du coup le respect de vous-même est peut-être pas très évident et c'est là-dessus qu'il vous attaque. Oui. Mais oui, moi il m'a fait mon fils, tantôt la séparation n'était pas évidente. Même son qui était préparé. Mais mon fils m'a détruit, en fait. Déjà que je suis quelqu'un à la base qui a peur de tout, qui s'angoisse pour rien, Et pendant 8 mois, il m'a tellement fait vivre un cauchemar. Oui, mais votre fragilité le panique. C'est pas vous qui l'attaque. Enfin, il attaque votre fragilité à travers vous. Oui. Donc vous en devenez encore plus fragile. Oui. Vous êtes suivi, vous avez un psy, vous travaillez sur vous, comment... J'essaie de travailler sur moi. Donc oui, j'avais été voir quelqu'un, mais qui n'a pas spécialement. Voilà, j'ai pas accroché. Ah d'accord, c'est pour ça que vous dites j'essaye, d'accord. Voilà, donc oui, il faudrait que j'aille voir quelqu'un déjà pour m'apaiser, parce que même à l'heure actuelle, donc par dépit, mais je pense que j'étais au bout, vraiment au bout psychologiquement. C'est normal, oui, bien sûr. Même sa sœur a été mise de côté très très longtemps. Sa sœur va comment, elle? Ça se passe comment, vous et sa sœur? Enfin, vous et la sœur de votre fils, votre fille. Ça va, bon, c'est l'âge ado, mais ça va, elle est en plus, c'est une bosseuse. Et elle souffre pas trop de la séparation parce qu'ils sont jumeaux? Elle me dit que non. D'accord. Parce que je pense qu'elle a tellement vécu comme moi, avoir peur de son frère, que pour elle, elle me dit que c'est pas une libération, elle me l'a pas dit comme ça, mais c'est un soulagement. Après, j'ai une fille, en fait, tantôt j'ai un fils qui est hyper sensible. Et qui, il a toujours été comme ça, petit, il pleurait pour rien, il se laissait taper dessus, et ma fille, elle montre cet aspect-là, quelqu'un de fort, qui montre pas ses sentiments, c'est vraiment des jumeaux, mais qui se ressemblent pas du tout niveau caractère. Et aujourd'hui, ça se passe comment entre votre fils et son père? Alors, donc par obligation, pour moi ça a été presque, j'avais pas le choix, j'en pouvais plus. Donc avec le papa, il respecte les règles. Ah oui.
tu rentres à telle heure, il n'y a pas de souci. Hormis qu'il y a toujours des problèmes de vol, des problèmes de violence. Mais pas envers le papa, hein. Il a été violent envers sa petite copine, une fois. Il a du mal à se contrôler. Oui, il ne sait pas se maîtriser. Ouais, il ne sait pas se maîtriser. Et vous dites qu'il a vu des psys, qu'il a été suivi. Est-ce que ça l'a aidé? Est-ce que vous Donc, avez... on a été voir 2 fois, donc 2 psys différents. Ça a été... Moi, je suis hyper déçue, en fait, autant du milieu scolaire que du milieu médical. On n'est pas tombé sur les bonnes personnes. Enfin, qui n'a pas pu l'aider, lui, entre autres, quoi. Donc là, j'ai pris rendez-vous. On a rendez-vous fin du mois avec un peu de psychologue. J'espère que... Voilà. Ouais, moi, j'ai envie de vous dire, Hélène, que le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de vous occuper de vous. Quand je dis vous occuper de vous, voilà, c'est pas une histoire d'égoïsme du tout, c'est vous soigner vous pour soigner votre fils. Un enfant, les enfants, ils sont plongés dans le milieu des parents et un travail des parents rejaillit sur l'équilibre de l'enfant. Et l'enfant est une éponge. Voilà, c'est déjà une éponge bébé, plus petit enfant et adolescent. Vous me dites que voilà, il a des soucis depuis longtemps. Il a pris beaucoup et maintenant il explose parce qu'il peut pas contenir, parce qu'il a pas les mots. Parce qu'à 17 ans, quand il a vécu ça dans son inconscient, il sait pas quoi en faire. Donc il y a quelque part quelque chose qui lui appartient pas, dont il essaye de se débarrasser au travers de sa violence, de vol, de sortie de route. Donc emmenez votre fils chez le psy. J'ai envie de vous dire oui pour contenir ou en tout cas aider quelque chose à se libérer, mais ce qui l'aiderait le mieux, c'est le travail des parents. Oui. Mais voyez-vous, à l'heure actuelle, j'ai téléphoné au papa tous les soirs parce on s'appelle très très régulièrement. Moi, je lui demande des nouvelles, comment ça s'est passé, est-ce qu'il a bien été soit en cours, soit... Parce que c'est ma hantise, en fait. Même si j'ai pu ici, je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il a fait? Mais j'arrive pas à me libérer. Vous essayez de le contrôler comme s'il était une partie de vous. Donc vous regardez le problème à l'extérieur de vous, c'est-à-dire au travers de votre fils, sans voir l'immense poutre qu'il y a chez vous. Et que tant que vous ne prenez pas tout ce qu'exprime votre fils comme quelque chose qu'il vous dit de vous, de sa famille, de ce qu'il vit, parce que c'est comme ça qu'il l'exprime, dans une immense souffrance pour lui. C'est un appel. C'est un enfant en souffrance. Oui, mais c'est un appel à vous, à votre intériorité, Hélène. Il vous envoie un appel de dire maman, au secours, fais quelque chose pour toi, sauve-moi. Mais le sauver, c'est pas... voilà, déjà, bon, tant mieux, il est en protection chez son père, mais le mieux que vous puissiez faire pour lui, vous comme son papa d'ailleurs, c'est aller regarder ce qui se passe pour vous et ce que ce fils vous renvoie. Oui. Il exprime quelque chose de la famille. Je me dis, mais c'est pas possible, quoi. On n'est pas comme ça. Mais c'est pas que vous êtes comme ça. C'est pas que vous êtes comme ça. Il exprime quelque chose de vous à sa façon, à lui. Donc c'est pas vous qui êtes comme ça. Mais lui, il a emmagasiné depuis sa toute petite enfance, des parents, en tout cas une mère, voilà, qui est peut-être, voilà, vous dites, vous parlez de votre fragilité, très bien, pourquoi pas, on l'est tous fragiles. Mais la fragilité, elle devient une force quand on commence à en tenir compte, quand on se connaît, quand on fait attention à elle, quand on en prend soin. En soi, être fragile, pourquoi? Enfin, j'ai presque envie de vous dire, c'est pas grave, on l'est tous. C'est pas ça, c'est pas je suis fragile. Alors, non, c'est elle est où ma fragilité pour que je puisse m'en occuper? Là, vous souhaitez vous occuper de la fragilité de votre fils, mais regardez la vôtre, parce que la vôtre va aider celle de votre fils. Oui, et vous voyez, à l'heure actuelle, rien que le fait de l'avoir au téléphone, c'est pas que j'ai peur de mon fils, mais voilà, j'en ai des frissons, quoi. Rien que le fait qu'on se parle, même au téléphone. Quoi, ça vous fait peur, frisson de quoi? Quand vous dites j'en ai des frissons. En fait, j'arrive pas à oublier tout ce qui s'est passé. Il s'est passé des choses quand même. Bon, il y a eu beaucoup de fugues, ça veut dire chaque dispute, donc soit il tapait contre les murs,
soit ça va, la maison est en plein pied, donc il partait par sa chambre. À pas savoir où il dormait, où je passais 50 000 coups de fil. Mais Hélène, vous le racontez comme s'il l'avait fait à vous et contre vous. Or, il l'a fait parce qu'il n'avait pas d'autres moyens pour lui-même. Il l'a pas fait contre vous, il l'a fait pour lui. Alors ça peut paraître bizarre dit comme ça. Quand je dis pour lui, pour se sauver de son propre enfermement psychique. Donc c'est le moyen qu'il a trouvé, c'est pas pour vous ennuyer. Si vous regardez un adolescent en difficulté en disant oui, vous avez dit mon fils me détruit, vous vous rendez compte, c'est énorme. Si vous le laissez, si vous êtes dans cet espace-là, dans cette posture-là, dans cette idée-là, cette croyance-là, mais vous lui laissez aucune chance. Vous lui donnez un pouvoir de destruction, et d'ailleurs c'est exactement ce qu'il fait, et du coup il se détruit lui-même. Vous vous rendez compte pour un enfant détruire sa mère? Alors s'il a ce pouvoir-là, il l'utilise contre lui. Parce qu'il ne peut pas le supporter. Il faut que vous entendiez sa souffrance et ce qu'il est. Et vraiment que vous compreniez que ce n'est pas contre vous. Parce que comme vous le vivez contre vous, lui retourne cette arme-là contre lui. D'accord. Alors il se cogne partout. Voilà. Il se cogne, il se blesse, il fugue, il se sauve. Il ne sait plus quoi faire de lui. Il est perdu. Et vous dites, moi je suis perdue. Et votre fils est perdu. Alors retrouvez votre chemin, Hélène, pour que votre fils retrouve le sien. Oui, ça je pense que j'ai un travail à faire là-dessus. Ça, j'en suis persuadée. Et trouvez-vous un psy avec... Voilà, il y en a des psys aujourd'hui avec lesquels vous vous sentez bien. Moi, je conseille souvent d'en voir plusieurs, faire une séance avec 2 ou 3 psys, puis une fois que vous en avez vu 2 ou 3, vous choisissez. D'accord. Les personnes où vous sentez que le courant passe, parce que c'est une rencontre aussi, avec la personne avec laquelle vous allez vous sentir bien pour vous confier, pour que, en vous confiant, vous puissiez récupérer ce qui est à vous. Et plus vous allez entrer, alors évidemment, je ne vais pas vous dire que c'est très confortable, ce que je vous propose, c'est bien pour ça qu'on n'y va pas, parce qu'on a un peu peur. Alors, c'est pas tant une question de peur, quoi. C'est juste pas confortable, voilà, ça fait pas mal, c'est pas comme d'aller chez le médecin et ça fait mal, c'est pas une piqûre, c'est pas une opération, c'est pas confortable, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est pas du tout confortable ce que vous vivez aujourd'hui. Alors, ça peut pas être plus inconfortable que ce que vous vivez aujourd'hui. Et c'est vrai que je suis entre la honte de ne pas en parler. Oui, je comprends. Parce que quand vous essayez de donner une image de quelqu'un, parce que c'est ça en fait, une image de quelqu'un droit, qui n'a pas de problème, donc vous en parlez à personne, même pas à votre famille, et en même temps cette culpabilité de se dire mais qu'est-ce que j'ai fait? Oui, je comprends. Je comprends Hélène et vraiment j'entends vraiment bien ce que vous dites parce que c'est vrai que c'est très douloureux. La honte c'est juste épouvantable comme émotion. C'est vraiment celle qu'on ne veut pas ressentir, surtout dans son rôle de mère. Et la culpabilité, j'allais dire, elle est saine simplement dans le sens où c'est ce que vous avez trouvé le mieux pour vous soulager, tellement ça pourrait faire mal. Alors, si vous arriviez juste à traverser ça, parce qu'il n'y a pas plus grande difficulté finalement que d'élever des enfants, et que chacun fait avec son histoire et ce qu'il peut, et que vous avez fait ce que vous avez pensé qu'il était bon. Alors, on me dit chez le psy, vous avez tenu quand même la barre du bateau comme vous pouviez. Donc, ne luttez plus. Parce que si vous êtes dans la honte, vous vous enfermez dans une histoire d'ego et vous loupez le fait d'accueillir ça pour ce que c'est. Voilà. Et vous êtes ni mal ni bien, vous êtes simplement avec vos difficultés, comme tout être humain. Et vous allez voir comme cet accueil de vous-même va vous apaiser. Oui. Et c'est vrai que, en fait, ça prend mes pensées du matin au soir. Voilà, à me dire qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qui va se passer demain, quand même aujourd'hui, Voilà, même s'il est chez son papa, même s'il n'est plus ici physiquement. Oui, je comprends. Il est tellement parti dans une direction inattendue. Ça fait peur, oui, bien sûr. Mais alors, il y a quand même, vraiment, plus qu'un message d'espoir, presque un message très réel que je voudrais vous faire passer. C'est d'abord, il est encore tout jeune. Son égarement, en retrouvant son chemin, va faire de lui un être
très certainement tout merveilleux. À condition justement qu'il arrive à retrouver ce chemin et que rien n'est jamais perdu, quel que soit l'âge. Parce que là, vous savez, la souplesse, ah oui, mais là, on en est encore, vous savez, le développement des neurosciences en ce moment sont en train de nous montrer, alors sur un plan très médical, la neuroplasticité du cerveau. Et on découvre quelque chose d'extraordinaire, que notre cerveau, quel que soit notre âge d'ailleurs, continue à établir des nouvelles connexions neuronales en fonction de ce qu'on vit d'ailleurs. Donc avant on pensait qu'on perdait tout le temps des neurones. Alors certes on en perd, mais des connexions se créent et qui mettent un être humain sur des routes nouvelles. Et ça à tout âge. C'est-à-dire qu'on est finalement en constant apprentissage de la vie. Voilà. Alors votre fils, un apprentissage douloureux là, début de vie, puis vous aussi vous avez le vôtre, mais peut-être faites de ça une chance pour traverser cette grosse tempête, mais il n'y a pas de raison que vous en sortiez pas. Voilà. Il n'y a vraiment aucune raison. Alors, vous savez ce qu'on va faire, Hélène? On va accueillir Marc, parce que Marc est médiateur familial, il a entendu votre témoignage, et Marc voudrait vous proposer et vous parler de médiation familiale, ce qui est absolument une excellente idée. Bonsoir Marc. Très bien, merci. Marc, vous êtes là. Oui, bonsoir Marc. Bonsoir. Merci, Sophie, d'avoir réagi au témoignage d'Hélène. Oui, exact. Bonsoir. Bonsoir. J'écoute assez régulièrement l'émission et je me permets là d'appeler en tant que médiateur familial, avec une certaine expérience, membre fondateur d'une association sur Angers dans le Maine-et-Loire, Médiation 49, et aussi d'une association nationale à l'APMF. Voilà. Et pour avoir rencontré professionnellement de ce genre de situation où l'enfant ne va pas bien, il y a différentes raisons, bien sûr, c'est compliqué l'humain, mais quand j'ai cru comprendre que les parents étaient séparés depuis peu, donc c'est sans doute aussi toute une histoire du couple. Bien sûr. Une histoire du couple, et il existe quand même une activité de médiation familiale professionnelle, des gens diplômés, qui peuvent recevoir, mais il faut une démarche volontaire des deux parents, c'est ça qui est souvent délicat, que le papa et la maman, confrontés à la difficulté de leur enfant, à la difficulté de leur couple, bien sûr, mais bon, là, la décision de séparation a été prise, et il n'est pas du tout question de revenir dessus, c'est pas comment, j'allais dire, ne pas être toute seule, j'ai pu comprendre, puisque vous avez élevé votre fils depuis la séparation, je crois qu'il était chez vous, et après il est parti chez le papa. Oui, c'est bien ça, oui. C'est bien ça. Donc, sans doute très difficile aussi pour lui, et il a eu son histoire, sans doute aussi son enfance, je ne sais pas comment elle s'est passée, mais le conseil que je pourrais donner, c'est que le papa, je crois que j'ai pu comprendre que la communication entre le papa et la maman se passait assez bien. Oui, ça se passe bien, oui. Donc voilà, une démarche commune du papa et de la maman pour aller voir un professionnel de la médiation pour voir un peu tous les deux comment vous pouvez être attentifs et vous soutenir aussi dans cette difficulté par rapport à votre fils. Et non pas, j'allais dire plutôt que, comme le disait Sophie, vous êtes toute seule face à ça, et vous, avec ça, vous n'allez pas bien du tout, quoi. C'est le rapporter. Voilà. Et après, là, ça dépend des médiateurs, mais il peut y avoir aussi des entretiens entre les deux parents et le fils, pour voir un petit peu qu'est-ce qui fait qu'il a ce comportement. Exact. Voilà un petit peu ce que je voulais transmettre. D'accord, oui. C'est vrai que j'y avais pensé, parce que j'ai contacté l'association La Marelle. Oui. Pareil, c'est jour de méditation entre les parents, l'enfant, pour qu'on arrive à démêler tout ça, parce que quelque part... Voilà, Pourquoi avec moi il est comme ça, avec le papa il fait correctement, mais il fait tout par derrière. Pourquoi on y a pensé, Et vraiment, je crois beaucoup à la médiation familiale, qui n'est pas suffisamment connue, mais pas suffisamment utilisée. Mais d'une part, chacun peut dire un peu ce qu'il a, en se respectant. Avec un tiers neutre et indépendant. Oui, et puis Marc, là où je vous rejoins, c'est que, et d'ailleurs comme vous le dites Hélène, quand les fils sont emmêlés, c'est que chacun du coup peut prendre sa part. Alors c'est pas
se culpabiliser, c'est pas la faute d'eux, c'est sa part en termes de responsabilité. C'est chacun va prendre dans cette médiation ce qui est à lui. Et ce qui est à lui, puisque nous sommes des êtres de relation, certes, et les choses se passent entre nous. Donc là, dans ce conflit familial ou cette tension familiale, chacun fait quelque chose qui fait que, voilà, et c'est ce fait quelque chose que chacun va retrouver pour comprendre où ça s'accroche, et du coup qui va vous donner, si ça vous donne de la responsabilité, ça va vous donner de la liberté d'action. Vous allez savoir quelle est votre part, quoi en faire. Bien sûr. Sans culpabilité, bien sûr. Et l'enfant, il a ses deux parents, et on est quand même, on essaie tous les deux, même au-delà de la séparation, bien sûr, de rester éducateurs par rapport aux enfants. Bien sûr, mais c'est vrai que vous savez, j'en étais au point de contacter une assistante sociale. Parce que le papa a acheté un coffre-fort, parce qu'il a. Voilà, parce qu'il y a du vol, il y a même chez le papa qui respecte 3 fois plus, qui respecte énormément parce qu'il respecte les règles. Mais donc prêt à soit appeler une assistante sociale ou le mettre à l'armée. Enfin, pour que ça s'arrête. Oui. Parce qu'en fait, ça devient invivable. Mais comme vous dites, le mettre à l'armée, c'est s'en débarrasser. Ça va vous exploser à un moment donné d'une autre façon. Et le pire, c'est que quelque part, j'y crois, parce qu'il a un cœur énorme. Oui. Une sensibilité. C'est un gosse, il a bon fond. Une certaine sensibilité, sans doute aussi. Une sensibilité énorme. Et bien entendu, c'est pas... ado, il réagit. Il se laissait faire tout le temps, parce que c'est un enfant qui bégayait à la base. D'accord. Donc, il s'est beaucoup laissé faire. Et avec au collège. Communique avec sa sœur, avec sa jumelle ou pas? Communication, voilà, c'est soit tout bon, tout mauvais. Ouais. Bon, après tout ce qui s'est passé pendant ces derniers mois, il n'y a plus de communication. D'accord. Elle veut plus depuis qu'il est parti chez papa. Ce serait bien qu'elle soit, elle aussi, dans la médiation familiale. Qu'est-ce que vous en pensez, Marc? Dans ces cas-là, il ne faut pas séparer les membres d'une famille. Oui, alors c'est d'abord, de l'expérience que j'ai quand même depuis 20 ans, c'est d'abord quand même un travail au niveau des deux parents. C'est ça. Qui s'accordent, j'allais dire, qui se parlent déjà, dire qu'est-ce qui fait que, et qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble. Et qu'est-ce qu'on fait de nous, d'ailleurs, dans cette histoire? Bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait nous-mêmes? Bien sûr. Et après, effectivement, ça peut s'élargir au niveau du garçon. De la fratrie. Ça peut être aussi au niveau de la sœur. Il y a tout un travail, quoi. Oui, une par famille, c'est contre, systémique. Sa sœur le montre pas. C'est pas quelqu'un donc elle le montre pas. Elle est comme ça. Oui, mais ça, Hélène, ça demande de la vigilance. Oui, un jeune, bien sûr, et ne pas le montrer. Oui, je pense. Oui. Merci Marc pour votre appel. Vous pouvez redonner le nom de vos associations, Marc. Donc sur Angers, c'est Médiation 49, c'est ça? Oui, sur Angers. Et au niveau national, ça s'appelle? Il y a l'APMF, Association pour la médiation familiale, avec un site, et là, elle peut avoir des renseignements pour savoir quelle association existe. Et je le mettrai du coup sur la page Facebook. Merci Marc de nous avoir appelés. Merci à vous. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Hélène, il y a donc la voix, comme on vient de le voir avec Marc, de la médiation familiale, et je pense effectivement que ça serait pour vous une grande aide. En tout cas, vous vous sentiriez moins seul. Et puis voilà, si vous traversez un petit peu ce qui vous agite en même temps, de lâcher cette honte qui n'est que de l'ego et qui ne sert malheureusement pas à grand chose. Vous en sortirez justement moins vulnérable pour vous et même pour la suite de votre vie. C'est important. Et vous voyez, c'est paradoxal parce que tantôt, il nous en a fait quand même un petit peu voir. Et c'est un enfant, hyper sensible. Bien sûr, sinon il ne vous en ferait pas voir autant. C'est pour ça que je vous disais que en puissance, c'est un très bel être. Voilà. Et c'est que essayez de regarder cette partie-là de lui, parce que ça va être très aidant pour lui aussi. De regarder ce qui fonctionne et pas ce qui dysfonctionne, parce que forcément, vous en tant que parent, vous avez les yeux rivés sur ce qui ne va pas.
Mais il y a plein d'autres belles choses dans ce jeune homme qui vont très très bien. Et il a besoin de les sentir pour s'appuyer dessus. Il a besoin de trouver de la ressource. Et c'est vrai que ma question, en fait, c'était, voilà, est-ce que moi, j'ai un frère qui est un petit peu comme ça. Alors, je sais pas si ça peut être héréditaire ou pas. Ou si c'est l'histoire d'une famille qui se perpétue. Alors, il n'y a pas d'hérédité en la matière, mais il y a sans doute du transgénérationnel, oui. Oui. Et bon, pour lui, ça n'a pas très très bien fini. Donc je me dis, est-ce que mon ça vous fils fait a une peur. chance? Ouais. Alors Hélène, vous voyez, avec ce que vous confiez là, c'est d'autant plus important d'aller déposer l'histoire de votre frère à vous. Parce que c'est vrai qu'on a tendance, en tant que parents, à faire des projections par rapport à notre propre histoire et à l'histoire de notre famille. Et on transmet en faisant ça. Vous devez vous détacher de cette histoire-là pour en libérer votre fils. Votre fils, si ça se trouve, n'est pas libre de l'histoire de votre frère. Et qu'inconsciemment, votre peur... qu'on lui a dit ça. Oui, mais inconsciemment... Bah oui, mais alors à ce moment-là, inconsciemment, il reproduit l'oncle. Et il devient l'oncle. Oui, je comprends qu'à bout de nerfs, quelquefois, on envoie des choses. Mais là, vous avez tout un contexte que vous racontez qui me paraît vraiment essentiel d'aller regarder, d'aller dénouer les fils pour libérer votre fils de l'histoire de cet oncle. Sinon, il la porte et il l'agit. Parce qu'à 17 ans, il n'a pas les mots, donc il la met en action. Et il est en danger. Donc c'est important cet élément-là, Hélène. Bon courage à vous, Hélène. Hein. Merci beaucoup. Allez, merci beaucoup de m'avoir écouté. Au revoir. Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Marie-Cécile. Oui, bonsoir Sophie. Bienvenue. Alors mon histoire est, j'ai vécu 28 ans avec un mari et j'ai toujours été trompée, on peut dire ça. Il y a 14 ans, il m'a laissée et moi j'ai plutôt plongé vers le travail. J'avais déjà beaucoup de travail, mais je me suis fait encore un petit peu plus de travail en m'en donnant. Ouais. Et j'ai préféré ne plus voir les hommes parce que je me dis, quand je vois les problèmes que ça apporte, et je me dis, est-ce que ça en vaut la peine de se... Je sais pas. Vous avez toujours pas la réponse, donc. Voilà, parce que bon, je me dis, c'est vrai que lorsqu'on veut aller en vacances, on est seul. Et mais bon, c'est comme ça. Et moi, je sais pas si quand j'écoute aussi votre émission, je vois où toutes les dames, ils ont des problèmes quand ils ont vécu 1 an ou 2 ans avec une personne. Ben, je me dis, est-ce que ça vaut la peine de faire la route pour 1 an ou 2 ans quand on vieillit? Il me semble que la peine elle serait encore plus grande. Alors, il n'y a pas de réponse unique, Marie-Cécile, à votre question. Vous pensez bien que c'est très singulier et très personnel, votre question. Oui. Donc, c'est plus celle que vous vous posez pour vous-même. Certes, l'histoire des autres fait écho, mais il y a aussi... qu'on entend sans doute moins à la radio des histoires heureuses. Et vous avez des amis, sinon, femmes ou hommes, pour partir en vacances? Oui, j'ai les deux. Oui, j'ai les avec deux. lesquels vous partez? Non, je pars pas parce que j'ai un travail qui me tient beaucoup à la maison. Mais non, je les invite à manger, on bavarde ensemble, mais bon... si vous voulez, je me dis, c'est très compliqué quand on a 60, 62 ans, ou voire plus, de penser qu'on peut penser pareil. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut... à mon avis, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi, je pense qu'il faut plutôt vivre chez nous, chacun chez soi, que de vivre ensemble, parce que je pense... Quand on arrive à un certain âge, c'est plus possible, non?
Tout dépend du type de relation, du projet, si projet de couple il y a. Là, j'ai le sentiment, Marie-Cécile, que vous parlez plus, à raison d'ailleurs, de façon très légitime de votre crainte. Vous dites 28 ans avec un mari volage parti il y a 14 ans. Vous avez donc trouvé une sécurité dans le travail dont vous aviez besoin. Peut-être qu'aujourd'hui, après toutes ces années, une forme de solitude vous pèse et que vous dites quand même ce serait bien sympathique d'avoir peut-être un compagnon de route à mes côtés, même un bon ami, partir en voyage, avoir un peu de tendresse, parce que on en a besoin et ça vous fait très peur. Bien sûr. Bien sûr. Parce que finalement, dans votre vie, Marie-Cécile, est-ce que vous avez connu un homme là pour vous? Juste là pour vous? Non, jamais. Et jamais. Donc vous savez pas à quoi ça ressemble. Donc forcément que vous vous dites, ça peut pas fonctionner puisque je connais pas. Ah oui, d'accord. Eh oui, j'aime bien quand vous dites ah oui, d'accord. Oui, quand on connaît pas et qu'on n'a jamais vécu quelque chose, on s'imagine pas que ça puisse fonctionner pour soi, puisque c'est une inconnue. J'ai des copines qui sont aussi dans le même cas que moi, on n'a jamais connu ce que vous dites là. Ah, la bande de copines, elle n'a jamais connu un homme là, non. Pour elle. Quand vous êtes obligé de faire tout à la maison, et le mari rentre et vous, s'il manque une petite cuillère sur la table, vous êtes encore obligé de lui apporter. Oui. Les générations suivantes, ça va peut-être changer, ça change déjà, il paraît. Oui, ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé. Presque de trop. C'est même presque de trop, oui. Non, moi, il me semble. Qu'est-ce qui est presque de trop? C'est-à-dire que c'est le sens contraire. C'est les hommes qui font tout, ils servent les dames. Ah oui. Moi, je pense qu'il faut un juste milieu. Oui, bien sûr, trouver un équilibre à ce qui va bien à chacun. Peut-être que vous avez, parce que vous me dites, vous avez aussi des amis hommes autour de vous. Oui. D'accord. Vous pouvez, j'allais dire, même si sans l'avoir vécu, observer certains comportements, certains hommes où vous les trouvez bien sympathiques. Oui, c'est vrai, il y a des hommes qui sont plus jeunes que moi, qui sont très sympathiques, mais bon, moi je veux pas de jeunes. Et de votre âge, il n'y en a pas? Vous avez quel âge, Marie-Cécile? 62 ans. Oui. Et il n'y en a pas? On fait partie déjà des plus vieux. Ouais. Oh, oui. Oh, oui, moi c'est pour ça que je me dis, mais c'est fini de rêver, faut plus rêver. Oh alors, trop triste, Marie-Cécile. Comment ça, faut plus rêver? Moi, je pense pas. Je pense que... rêver, c'est avoir un projet. Rêver, c'est imaginer qu'il y a quelque chose de nouveau, d'inconnu, de possible. C'est ça aussi, rêver. Rêver, c'est pas que rêver comme ça à quelque chose qui n'arriverait jamais. Rêver, c'est le désir. C'est espérer. Oui, je suis complètement d'accord que rêver, c'est le désir. Mais bon... il me semble que le désir est difficile. Ah, voilà. Alors, le désir est difficile parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il est lié à beaucoup de peur. Donc, il s'éteint ou il est caché parce qu'en fait, on aurait trop peur en fait de l'écouter. Où est-ce qu'il va nous entraîner, ce désir? Non, j'arrive à écouter. Ouais. J'arrive à écouter, mais bon, si vous voulez... quand vous revoyez 3-4 fois la même personne, il y a des choses qui ne tombent pas avec vos idées. Et je me dis, est-ce qu'il faut discuter sur des trucs qui sont archi compliqués? Moi, j'ai plus envie maintenant. Alors, vous savez, j'ai envie de partager avec vous, Marie-Cécile, la citation d'un auteur que j'aime beaucoup, qui est Václav Havel, sur l'espoir, quand il dit que c'est un état d'esprit. Il dit c'est une orientation de l'esprit et du cœur. Et alors surtout là, le plus intéressant, ce n'est pas la conviction qu'une chose aura une issue favorable, mais la certitude que cette chose a un sens, quoi qu'il advienne. Et c'est ça dont je voudrais vous faire passer, vous dire ce soir, Marie-Cécile, c'est que là, en fait, vous vous dites, bon, est-ce que ça vaut le coup? Si j'ai la conviction que c'est une issue favorable, alors peut-être que ça vaut le coup de faire de la place ou de rencontrer un homme dans ma vie. Mais en fait, c'est pas cet endroit-là que ça se passe. C'est plutôt la certitude que cette chose a un sens, quoi qu'il advienne. Donc ma question pour vous, Marie-Cécile, c'est est-ce que ça a un sens pour vous qu'un homme arrive dans votre vie, quoi qu'il advienne de cette relation? Je me suis jamais posé cette question. Ouais. C'est vrai.
Parce que finalement, c'est ça, c'est... Parce que, vous voyez, sinon vous êtes à la phase d'après, c'est-à-dire, il y aura une issue favorable, alors du coup, bah oui, ça vaut le coup. Mais on ne le sait jamais dans les histoires humaines, si nos rencontres ont des... Bah oui, elles ont quelquefois des issues défavorables, mais quelquefois des issues favorables. Donc c'est plutôt se dire, voilà, j'ai la certitude que ça a du sens pour moi, quoi qu'il advienne. Et peut-être qu'aujourd'hui, dans votre vie, Marie-Cécile, bah, ça a du sens pour vous de penser, d'imaginer qu'un compagnon, bah, ce serait bien, quoi, que la vie serait jolie. Peut-être, je dis peut-être. Oui, peut-être, c'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est certain. Mais bon, quand ça fait 14 ans qu'on est seul, bien sûr. On a pris des manies. C'est vrai. On aime bien. Oui, c'est vrai aussi. Et du coup, on se dit, il n'y a pas de place. J'aimerais bien, mais j'ai pas de place. Voilà, c'est très compliqué après dans notre tête. Oui, mais ça démarre pas. Parce que là, c'est un petit peu comme si vous mettiez déjà la projection très très loin, le couple établi. Mais au départ, bah, c'est des balbutiements, c'est des rencontres de temps en temps, puis un peu plus, puis un peu plus. Donc, l'être humain est aussi un être d'habitude. Aujourd'hui, comme vous dites, je suis dans mes habitudes de femme seule. Et puis demain, je croise la route d'un homme qui me plaît. Bah, au début, c'est de la rencontre, puis des petites habitudes. Je sais pas, le week-end, des vacances, puis un petit peu plus. Puis finalement, bah, j'aime bien. Et puis on s'accorde. C'est-à-dire aussi qu'à partir d'un certain âge, voilà, il y a des chances que vous rencontriez peut-être un homme qui lui aussi a été seul depuis longtemps. Et qui lui aussi va faire avec sa solitude. Et tant mieux, vous saurez être seul, mais vous saurez aussi être ensemble. Ce qui est quand même sûrement plus favorable à l'établissement d'un couple. La capacité d'être seul, c'est important pour créer un couple. Et oui, sinon on est en fusion tout de suite et c'est là qu'on commence à se reprocher les choses et s'envoyer les assiettes. Oui. Donc vous pouvez... voilà, l'envisager sous le signe du sens pour vous. Déjà ça. D'accord. Et du coup, ça veut dire que une fois qu'on commence à envisager, le regard change. Votre regard va changer. Ah bon, oui. Ah bon. Cécile, elle m'écoute, elle dit, oulala, qu'est-ce qu'elle me raconte? J'aime beaucoup le bon parce qu'on sent à la fois un peu de peur, mais à la fois quelque chose d'amusé. Mais oui, c'est certain, parce que bon, sincèrement, c'est quelque chose que je ne pense pas du tout. Mais qui vous interroge cependant. Oui, ça m'interroge, voilà. Mais quand j'écoute votre émission, et je vais vous dire sincèrement, je fais un métier où j'accueille des gens. Oui. Et j'ai aussi beaucoup de femmes, vu que je suis seule, qui viennent me raconter leur petite misère dans ma petite cuisine. Et... Vous faites quoi, Marie-Cécile? Quel métier vous faites? Je fais chambre d'hôte. Ah, formidable. Donc, d'accord. Et beaucoup de femmes seules viennent chez vous. Elle est où, votre chambre d'hôte? Dans quelle région? Non, ils viennent en couple. Et puis, le monsieur est parti. Et puis, la dame vient me parler. Ah. Et là, vous dites, oh non. Et là, ils me racontent tout leur malheur. Et là, ça vous fait pas envie du tout. Aïe, aïe, aïe. Oui, c'est vrai. Marie-Cécile, je vous comprends tout à fait. Mais vous n'êtes pas l'autre. Oui. Et votre besoin n'est pas le besoin de l'autre. Peut-être que vous croisez des histoires de couples ensemble depuis des années, effectivement, qui se parlent plus. Il y a de tout. Oui. Des nouvelles rencontres. Mais vous, c'est vous. Peut-être que vous allez mettre un peu comme dans vos recettes de cuisine, un ingrédient que vous seul connaissez. Et que seul l'autre connaît aussi. Oui. Si vous dites, je veux pas, tant mieux si vous voulez pas vivre ce qu'ils vivent. Au moins, vous savez où vous ne voulez pas aller. C'est déjà très important. Oui. Elle est où votre maison d'hôte avant qu'on se quitte, Marie-Cécile? Près de Rouen. Près de Rouen. Et dites-nous son nom, allez. Non, Elle s'appelle? Non, mais Non, vous souhaitez pas en parler. Non. D'accord, très bien. Voilà. Ok. Voilà, c'était juste pour vous, Marie-Cécile. Merci de nous avoir appelés. Je vous embrasse. Un grand et je vous souhaite des belles rencontres. Merci. Merci à vous. Au revoir. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters.
vous écoutez Europe 1 et c'est la libre antenne qui se poursuit avec vous. Et en direct, une libre antenne qui vous donne la parole pour raconter vos histoires de vie ou les questionnements dans lesquels vous vous trouvez. Et si la parole a ce pouvoir extraordinaire de donner accès à un sens jusque-là occulté, c'est parce que parler est le moyen le plus puissant pour penser. Grâce à la parole, on se surprend en train de dire des choses qu'on n'avait jamais dites jusque-là. Cette parole vous révèle alors des significations dont vous n'aviez pas jusqu'alors pris pleinement conscience. Eh bien, bienvenue à votre parole dans cette émission. Corentin et Amandine reçoivent vos appels au 39 21 et c'est Fabrice Fougerouz qui réalise cette émission. Vous pouvez aussi réagir par SMS à ce que vous entendez à l'antenne en composant le 7 39 21 précédé du mot nuit écrit en majuscule ou envoyer un message sur europe1.fr rubrique libre antenne 39 21. Je vous écoute et je vous réponds. Europe 1, Sophie Peter. Bonsoir Christian. Christian, vous êtes à l'antenne. Oui. Bonsoir Christian. Oui, je suis là. Tout à fait. Vous vouliez réagir, je crois, au témoignage de Marie-Cécile, qui est avec nous juste avant le journal de minuit. Ah oui, tout à fait, oui. Oui. Marie-Christine, Marie-Cécile, oui. Marie-Cécile, pardon. Oui. Donc, si elle avait un amour propre, je dirais extraordinaire, ben là, elle pourrait. Ah oui. Il faudrait qu'elle s'aime bien elle-même tout d'abord pour, franchement, attirer autrui vers elle en ce moment-là. Ouais. Qu'est-ce qui vous donne le sentiment qu'elle ne s'aime pas assez ? Ben, je sais pas, il y a beaucoup de remarques qu'elle faisait sur autrui qui, ma foi... sur l'image qu'elle a des hommes, c'est ça ? Oui, elle a projeté, je dirais, une bonne partie, je pense, en tous les cas. Ou sur les autres femmes. Inconsciemment, elle a projeté, oui, une bonne partie de sa personnalité sur les hommes, quoi. Et là, on peut quand même, non pas juger, mais constater que là, il y a un manque d'amour propre chez Marie-Cécile. Oui, pas de l'amour propre, de l'amour de soi au sens pur du terme, voilà. hein. De respect de soi. Moi, je qualifie ça d'amour propre puisque c'est son amour à elle, quoi. L'amour de soi-même, qui lui est quoi. propre. Oui, voilà, c'est ça, ouais. Ah oui, c'est pas d'amour sale que je suis en train de parler. Bah non. Et Christian, vous, par exemple, vous êtes en couple ? Ah non, pas du tout. Non, en couple. Pas du tout. Attendez un petit peu. Attendez un petit peu. En couple, oui quand même, parce que mon inconscient, il est là et partout où je vais, croyez-moi, je suis pas tout seul. Oui. Mon inconscient, mon cher inconscient, je devrais dire, est avec moi. Est avec vous, oui. Vous êtes en couple avec votre inconscient. C'est ça que vous voulez dire. Plus qu'un peu, oui, évidemment. Moi maintenant, je suis célibataire, ok, mais j'aimerais bien rencontrer une femme, par exemple, qui soit déjà mariée elle-même, mais chez qui le corps et l'esprit n'en font qu'un. Oui, mariée avec elle-même, mariée corps, âme et esprit, c'est ça que vous voulez dire. Carrément. Autrement, je ne veux pas en entendre parler. Après le très long travail que j'ai fait sur moi-même, une fois je l'avais dit à Caroline, elle avait pouffé de rire. Ils avaient pouffé de rire à l'antenne. Bon, il est vrai qu'avoir passé 25 ans de travail de sa vie à bosser sur son inconscient, comme cela, à savoir qui l'on est, parce que j'ai été pris de passion, si vous voulez, par la chose. Oui. Et après, je me suis intéressé à la médecine et tout ça. C'est formidable. La graphologie, la morphopsychologie des gens et tout. Tout ça, ça rentre en ligne de compte. Bien sûr. Et quand on voit aussi la couleur de l'habillement des gens, par exemple, quand on voit une personne tout habillée en noir dans la rue, que vous croisez, excusez-moi, mais il n'y a qu'à rester gratter le vernis un petit peu, comme dirait l'autre, métaphoriquement parlant, pour aller voir ce qui se cache derrière. En ce moment-là, excusez-moi, mais il n'y a pas de jolies choses à découvrir au milieu de tout. Hein. Et si c'était la mode, simplement qu'on s'habille en noir ? Oui, mais ce n'est pas par hasard s'il est habillé en noir comme cela. C'est la mode, peut-être qu'on vous dira. On vous dira comme cela, mais donc si la mode met le noir, j'allais dire à l'affiche, c'est parce que notre esprit est noir, c'est ça que vous pensez ?
Non, sûrement pas. D'accord. Non, c'est pas par hasard si elle est partie vers le noir. Hein. Moi, je sais par exemple que là, jamais j'irai porter du noir. Là, non, jamais. Ce sont tout le temps des couleurs apaisantes, gaies. Du rouge, par exemple, je n'en porterai jamais. C'est l'agressivité finie. Ah, c'est l'agressivité. Bon. Ah, le rouge, c'est l'agressivité finie. Oui. Mais alors, ça fait pas beaucoup de palettes d'arc-en-ciel, tout ça, alors? Si à chaque fois, ça fait pas beaucoup de palettes d'arc-en-ciel, parce qu'un être humain, finalement, c'est un grand arc-en-ciel. Oui, tout à fait. Oui. Mais moi, j'aime bien le bleu, le vert, oui, comme en pull au vert, par exemple. Là, je viens d'en avoir acheté 2 récemment, là. Bon, ce sont des pulls au vert de couleurs, mais de couleurs claires, apaisantes. Ouais, tout à fait. Et vous continuez, Christian, ce travail sur vous? Ah non, c'est fini. Mais non, moi, je m'auto-analyse tous les jours. Oui, vous êtes en auto-analyse. Et d'ailleurs, comment vous faites alors? Racontez-nous. Ah c'est pas difficile. Hein. Ouais. Il suffit de prendre ses rêves en main, de les analyser, et puis autrement chaque situation que l'on vit comme ça tous les jours, il y a de ces choses qui peuvent être négatives, mais quand on sait transformer tout le négatif en positif, psychologiquement parlant, comme je l'ai fait durant mon analyse, bon là c'est extraordinaire. Extraordinaire. Les jours, ils se suivent, comme on dit, mais on m'a dit à l'antenne tout à l'heure de ne pas parler de chakra. Ouais. Et du coup, vous faites des liens. En fait, vous faites des liens constamment. Vous tissez des petits fils. Ah, carrément. Ah ouais. Ah ouais. J'aime bien votre enthousiasme sur la découverte de soi. Ah ouais, c'est génial. Oui. Ah bah oui. Quand on va en plus après, je dirais, de réveiller toutes les cellules cérébrales qui étaient en sommeil, et quand on sait qu'une personne dite normale, entre guillemets, ne fonctionne qu'à 10-15% de ses capacités cérébrales, et que le reste, on ne fait strictement rien avec. Ensuite, alors, quand on va réveiller tout cela, quand on a nos 5 sens qui se réveillent complètement, l'intuition et tout ça. Bon, quelqu'un qui est droitier, par exemple, comme moi, j'étais droitier, je suis devenu ambidextre aujourd'hui. Bon, oui, je ne sais pas, mais c'est extraordinaire tout ça, quoi. Ah oui. Et puis ensuite, on devient philanthrope, évidemment. Animé par le souci d'améliorer le sort d'autrui quand on est très très bien avec soi. C'est vrai. Mais avant... on considère plus l'autre comme une menace puisqu'on s'est accueilli soi-même. Comment ? On ne considère plus l'autre comme une menace puisqu'on s'est accueilli soi-même. Ah, tout à fait. Mais pour pouvoir faire cela, pour devenir philanthrope comme cela, il faut pouvoir, en premier lieu, se regarder dans le miroir et s'apprécier et s'aimer soi-même. Eh bien, écoutez, Christian, merci d'avoir appelé pour délivrer ce message à Marie-Cécile. Yaline qui vous écoute et qui aimerait bien rentrer en contact avec vous. Donc, Corentin va voir ça avec vous, Christian. Merci en tout cas de nous avoir appelé à l'antenne. Oui, mais c'est avec plaisir, que j'ai fait ça. Ah bah oui, mais c'est avec plaisir qu'on vous a écouté aussi. Merci à vous, Christian. Merci. Il n'y a pas de quoi. Merci. Bonne nuit à vous. Oui. Là, non, je vais pas vous dire bonne soirée, puisque là, on est déjà le matin. Et voilà, c'est vrai. Je vais pas vous dire bonne soirée. C'est vrai que souvent, je dis aux auditeurs bonne nuit, mais je pourrais leur dire bonne journée, tout simplement aussi. Oui, carrément. Allez, merci beaucoup, Christian. Avec leur tendre et cher inconscient, là. Voilà, avec leur tendre et cher inconscient. Merci à vous et à votre inconscient, alors, Christian. Bonne nuit. Bonne nuit. Merci. Au revoir. Et je raccroche pas, alors, puisqu'on va me parler, là. Oui, exactement. D'accord. Toutes vos confidences à Sophie Peters au 3921. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Bonsoir Aurélie. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Oui, je vous écoute. Oui. Je suis un peu impressionnée. Oui. Alors, je vous explique un petit peu mon cas. J'ai travaillé pendant des années dans une même usine. J'ai rencontré un homme dans l'usine. Oui. Qui est devenu mon amant.
qui était mon chef. Ouais. Et nous avons passé, ça fait 5 ans que nous sommes ensemble. Mais il est marié. Oui. Et bon, là, je viens d'être licenciée parce que j'ai déclaré il y a 1 an et demi maladie génétique au niveau des yeux. Oui. Donc, je suis licenciée pour une aptitude. Une aptitude, voilà, c'est ça. Oui. Et j'ai toujours cette relation avec cet homme marié. Au début, il me disait qu'il allait bien sûr attendre qu'elle se sauve ou divorcer ou faire plein de trucs. Et voilà que maintenant, on se dispute tout le temps. Ah oui. Vous disputez tout le temps en ce moment? Oui, c'est beaucoup de disputes. Oui. Sur quoi? Parce que soi-disant que je suis toujours en train de le surveiller, de lui téléphoner. Mais bon, là, de son côté, il a sa femme, il ne veut pas quitter sa femme, il ne veut pas quitter ses enfants. Et vous vous sentez très seule, en fait? Moi, je suis très seule. Bah oui, de plus avoir votre travail, en plus. Oui, je suis seule et j'attends, parce que le soir, j'attends s'il passe pas. Il passe souvent, le soir, vous voir? Il passe me voir, oui. Oui. Avant, vous le voyiez tous les jours au travail, en fait, c'est ça? Oui. Ouais, je comprends. Et là, j'ai une grosse décision à prendre. Oui. Je dois me rapprocher à cause de ma maladie, changer de département, me rapprocher de ma famille. Pour vos soins, de votre famille. Soins, oui, de ma famille, et puis être plus dépendante. Parce que là, je suis complètement indépendante, puisque je suis complètement dépendante de tout le monde. Hein. Vous allez devenir dépendante, en fait, c'est ça? Oui. Ouais. J'habiterai en ville. Là, je suis à la campagne. Ouais. Je me sens vraiment isolée de tout. Ouais. Et la situation avec cet homme marié, je me rends compte que maintenant, au bout de 5 ans, je sais pas ce qu'il dit. Il joue avec moi ou je sais pas quoi faire. Il joue pas avec vous, mais il sait pas prendre une décision. C'est pas qu'il joue. C'est parce que très certainement il est très attaché à vous et peut-être, mais voilà, il est entre deux, il s'est pas décidé et il s'est installé, dans une forme d'habitude. Et maintenant qu'il vous arrive cela, c'est tout le contexte qui change. C'est un événement qui change la donne. Ce qui vous arrive, et pour vous également. Mais là, ce qui va compter vraiment pour vous, Aurélie, c'est là où vous allez être au mieux. Même si, le changement de vie peut s'avérer douloureux, mais peut-être aussi peut-être aussi vous apporter autre chose, une famille autour de vous, une vie différente. Cette maladie qui vous arrive, elle doit être écoutée, accueillie. Il faut que vous, j'allais dire pas se battre contre elle, mais se battre avec elle. Avec elle, oui. Ouais. Alors la décision à prendre, je n'arrive pas à la prendre. Ouais. Est-ce que ce serait une bonne décision ou est-ce que... Qu'est-ce qui vous en... Alors, quand vous dites bonne... Ouais, qu'est-ce qui... Alors, parce que la bonne décision pour moi, ce serait la bonne décision. Je serais ravie de partir habiter en ville parce que j'aurais toute ma famille autour de moi. Oui, avec laquelle vous entendez bien alors. Ouais. Ah oui, très très bien. Ouais. Mais le problème, c'est que j'ai cette relation avec cet homme marié qui m'apporte rien du fait parce que il quittera jamais sa famille, il me l'a dit. Je t'ai jamais rien promis. Je ne quitterai jamais rien. Donc, c'est passer ma vie à l'attendre. Et ça, ce serait la mauvaise décision, celle-là. Ça, c'est la mauvaise décision. D'accord. Et en fait, aujourd'hui, en sachant qu'il y en a une bonne et une mauvaise, qu'est-ce qui est difficile pour prendre la bonne et pas choisir la mauvaise? Qu'est-ce qui est difficile? Alors, pour moi, c'est difficile d'admettre, de partir et de ne plus voir. Malgré tout,
Ouais. Malgré que je sais qu'il a une femme et qu'il rentre chez lui tous les soirs et que tous les week-ends il est avec. Et là, il part en vacances au mois d'avril avec sa femme. Mais c'est difficile de renoncer. Oui. De renoncer à ce qui vous fait mal, par ailleurs. Il me fait... oui, mais vous voyez le paradoxe. Difficile de renoncer à ce qui fait mal. Oui. Et difficile d'accueillir ce qui ferait du bien. De quelle façon ça parle de vous, ça, Aurélie ? De quelle façon ? Bah oui. Et j'ai presque envie de dire, avec votre maladie des yeux, qu'est-ce que vous voulez pas voir ? Que je veux pas voir... Ce que je veux pas voir, c'est la rupture depuis 5 ans. Ouais, c'est ça qui est dur. L'attachement qu'on avait. Ouais. Mais malgré tout, j'arrête pas de me dire en moi-même, mais pourquoi je reste avec alors que je suis toute seule tout le temps et que lui est avec sa femme. Pourquoi il part encore en vacances avec sa femme ? En fait, Aurélie, ce qui vous coince là dans votre histoire, il y a 2 choses. Il y a le passé, il y a toute l'histoire qui vous a fait du bien au moment où elle battait son plein, où l'histoire vous étiez dedans. Donc et là vous êtes évidemment moins dedans, donc il y a ça qui passe pas, c'est-à-dire c'est plus que de la nostalgie, c'est je veux que ça continue, hein, c'est le principe de je veux que ça continue, et puis tout en sachant et en voyant que la réalité vous fait souffrir, et puis il y a toujours cet espoir qui est sous forme d'attente, qui quitte sa femme pour vous et qui vous ferait qui vous apaiserait pour vous dire j'ai pas perdu 5 ans, parce que là votre souci c'est de vous dire si je pars et que je choisis pour autant une décision qui je sais me ferait du bien, qui me va mieux que ma réalité d'aujourd'hui, mais ma réalité d'aujourd'hui j'en veux pas, parce que ça voudrait dire à ce moment-là que j'ai perdu 5 ans. Vous faites un raccourci. Vous les avez pas perdus les 5 ans. Souvent c'est vrai, on pense comme ça dans la vie. On veut pas quitter une situation qui nous est fortement désagréable pour une qui nous serait plus agréable, parce que si on la quitte, ça voudrait dire qu'on a eu tort de la choisir. Vous voyez, c'est comme si, en le quittant, vous allez vous dire, j'ai eu tort de passer 5 ans avec lui, j'ai eu tort d'aimer cet homme, j'ai eu tort de l'attendre, j'ai eu tous les torts finalement. Et vous risquez de tomber dans une terrible culpabilité. Donc il vaut mieux continuer à attendre pour valider le choix que vous aviez fait. Mais en fait, vous raccourcissez comme un accordéon. En fait, vous compressez le temps et l'histoire en faisant un terrible raccourci et en oubliant que l'histoire, elle a duré 5 ans, qu'elle a eu des moments formidables, qu'elle est arrivée dans votre vie à un moment sans doute important, en tout cas vous en aviez besoin, et puis c'est comme ça qu'elle s'est créée, qu'elle vous a porté pendant toutes ces années de travail aussi, et que en fait, elle arrive au bout du bout. Et vous n'avez pas été dans l'erreur, vous étiez dans la vie de cette histoire tout simplement. Donc y renoncer, c'est pas dire j'aurais pas dû la vivre, parce qu'elle a porté des belles choses, comme toute histoire, des belles et des moins belles. Elle a porté des belles choses, mais j'ai eu l'impression qu'il s'est moqué de moi, il s'est moqué de moi, quoi. Non, il n'a pas su prendre la décision. Et aujourd'hui, il y a une certaine forme de lâcheté, même vis-à-vis de sa femme aussi, parce que ce qu'il fait à vous, mais ce qu'il fait à vous, il le fait à sa femme aussi. Un homme qui est entre 2 femmes comme ça, c'est 2 femmes qu'il fait souffrir, même. Je sais pas. C'est un homme qui aime beaucoup les femmes. Oui, mais alors il les fait souffrir. Parce que c'est drôle, vous voyez, Aurélie, il aime les femmes et il les fait souffrir. Mais les femmes, c'est les faire souffrir. Il s'aime beaucoup lui-même, sûrement aussi. Oui. Voilà. Énormément. Et oui. Mais vous comprenez, Aurélie, que il sait pas, parce que si vous regardez ce qu'il vous a fait, il s'est moqué de moi, et alors vous allez du coup vous entêter pour qu'il ne se moque plus de vous, pour obtenir ce qu'il ne vous a pas donné. Vous vous accrochez au lieu de lâcher, au lieu de lâcher. Parce que c'est comme si vous vous accrochez à quelque chose qui coule, enfin un bateau qui est en train de couler. Oui, vous allez couler avec. C'est ça, mais je coule avec. Eh ben oui. Non. Parce que je me sens seule, j'ai personne. Je comprends. Oui, mais vous avez une famille qui vous attend. Oui, mais vous avez un cercle qui vous attend. Oui. Il y a une famille qui vous tend les bras quelque part, où vous avez envie d'aller.
Vous n'allez pas rester à l'endroit où vous n'avez plus votre travail, pas d'amis, plus cet homme finalement d'une certaine manière. Non, parce que je peux plus rien espérer de lui de toute façon. Oui, tournez la page, Aurélie. Là, il est temps de tourner la page. Il est temps, oui. Mais oui, et en gardant le meilleur de l'histoire. Pas en vous disant, c'est un salaud, il s'est moqué de moi, il n'a jamais quitté sa femme, j'ai perdu du temps, j'ai perdu 5 années. Non, vous avez vécu... C'est tout à fait ce que je dis. Oui, mais vous avez vécu 5 années. Dans les 5 années, il y a eu plein de moments heureux. Gardez-les au chaud. Bah, c'est très important, ça, Aurélie. C'était vous, cette femme qui était amoureuse de cet homme. Et pourquoi pas? Oui. Oui. Et pourquoi pas? Je sais. Oui. Et oui. Donc ça, faites la paix avec vous. Faites la paix avec la femme qui a fait ces choix-là. Faites la paix avec elle et vous ferez la paix avec lui. C'est un choix énorme, une décision à prendre. Faut que je prenne. C'est la décision de renoncer à ce qui vous fait mal aujourd'hui. Mais ça vous a fait du bien dans le passé. Oui. Et ça ne vous fera plus de bien dans l'avenir. Donc il faut prendre sa décision dans la réalité d'aujourd'hui en regardant devant. Et en sachant que le passé est passé. D'accord. Le passé, vous n'allez pas le continuer. Mais il y a une réalité. Non. Et une réalité qui vous réclame de prendre soin de vous. Vous avez cette maladie, c'est déjà un choc. Vous avez besoin de gens autour de vous qui vous aiment, qui prennent soin de vous, qui soient là pour vous. Il n'y a que ça qui compte là aujourd'hui, Aurélie, pour vous. Oui. Je voudrais tellement rencontrer des personnes, des amis, avoir des amis autour de moi. Oui. Vous allez partir dans quelle ville, Aurélie? Reims. Si vous partez donc avec votre famille, c'est quelle ville? On peut le dire là à l'antenne. Il y a des gens qui vous écoutent. Reims. À Reims. Je vais partir à Reims, oui. D'accord. Et là, vous êtes dans quelle région actuellement? Les Ardennes. Dans les Ardennes, d'accord. Mais écoutez, alors, sur Reims, vous avez votre famille qui elle-même a des amis, des réseaux. Vous allez rencontrer des gens là-bas. Et peut-être, et pourquoi pas, rencontrer un homme qui sera là pour vous faire du bien. Et pas un homme qui n'est pas là pour vous. Parce que là, vous avez quand même choisi aussi un homme qui vivait avec une autre femme et qui n'était pas là pour vous. Donc vous ne vous êtes pas fait de cadeau à vous. Mais non. Vous ne vous êtes pas fait le cadeau d'accueillir dans votre vie un homme à vous, rien qu'à vous, et pas celui d'une autre femme. Mais non, mais donc ça parle de vous aussi. J'espérais, au début, j'espérais, mais ça, il m'a tellement embobiné, Mais il vous a comblé en vous embobinant. En retourné le cerveau aussi. Oui, mais il vous a comblé en vous embobinant. Vous avez aimé. Ben oui, on aime bien et pourquoi pas être embobiné. Voilà. Oui. Et ça fait partie d'une histoire de vie de femme, voilà, d'avoir été séduite et d'avoir aimé à un moment donné être séduite. Et voilà, et c'est pas horrible, et ça fait pas de vous quelqu'un de pas bien, de lui quelqu'un de pas bien. Voilà, il y a eu cette séduction qui a été là, qui a fait de ces années sûrement des jolies années. Et là, vous prenez la réalité de dire, ça va plus être possible en fait. Voilà. Oui, c'est douloureux, bien sûr. Oui, c'est très douloureux à prendre comme décision, oui. Oui, parce que quand on tourne les pages, c'est la perte. C'est un petit deuil, vous voyez, à chaque fois qu'on perd quelque chose dans la vie, qu'on doit prendre une décision, on renonce, on y perd. On a ce sentiment de perte. Et c'est ce sentiment qui est douloureux. Mais ce que ses repères aussi. Bien sûr, bien sûr. Oui. Mais vous êtes de Reims, votre famille est de Reims, donc vous avez des repères là-bas. Oui, c'est ça. Voilà. Oui. Donc vous allez les retrouver, mais vous perdez des repères affectifs de femmes. De femmes dans les bras d'un homme. Ce repère-là, vous le perdez. Voilà. Mais celui-là, il peut se retrouver. Je dis bien, il peut se retrouver. Vous êtes toute jeune, Aurélie, vous avez quel âge? J'ai 52 ans. 52 ans, voilà. Voilà, il va se retrouver. Et puis il va se retrouver avec la connaissance acquise dans cette relation. C'est-à-dire, ce que vous avez appris finalement de cette relation, c'est de dire, j'ai envie d'avoir un homme qui est là pour moi, et pas avoir un homme qui est avec une autre femme et qui me promet des choses qu'il ne tient pas. Ah oui, donc pour vous, ça va être un warning, une alarme énorme. Ce sera plus ça. Pour vous, dans votre vie de femme, non, ce sera pas un homme pris, ce sera un homme libre.
pour moi, toute seule. Pour moi, voilà. C'est ce que je veux, c'est un compagnon. Voilà. C'est important d'être dans cette décision de qu'est-ce qui compte pour moi maintenant, pour pouvoir tourner cette page du passé pour qu'elle soit moins douloureuse, parce que vous allez faire un vrai choix rien qu'à vous, en responsabilité, et d'ailleurs pas contre lui. C'est pas je lui en veux, et vous allez quitter le reproche. Dès que vous allez être chez vous, dans quelque chose qui est juste pour vous, vous allez voir que vous allez même plus lui en vouloir, même plus lui faire de reproches. Vous allez lui dire au revoir, voilà. Au revoir et merci pour ce moment, pour paraphraser une phrase célèbre. Merci pour ces moments au pluriel cette fois-ci. Mais ça va être ça la fin. Et vous pourrez le faire. J'espère que je pourrai, mais moi je de toute façon, sûre. La décision tout est mis en ordre. Oui. Mais j'ai peur de ce moment qui va arriver. Il va arriver au début avril et j'ai très très peur de mal le vivre. De partir, de mal le vivre. Voilà. De mal le vivre, en fait. Vous avez peur de mal le vivre. Alors, vous avez peur de mal vivre quelque chose que vous ne connaissez pas et aussi quelque chose que vous connaissez en partie parce que vous ne quittez pas dans l'inconnu absolu, vous retournez chez vous dans votre famille. Vous avez peur de mal vivre le fait de le quitter parce que vous, pour l'instant, au stade où on se parle là, dans le moment où on se parle, vous êtes encore en train de subir. Vous subissez tout. Et ça, c'est la situation la pire pour un être humain. Vous subissez bien sûr votre maladie. Et puis, vous subissez le fait que cet homme ne vous ait pas choisi, n'ait pas pris de décision pour vous et envers vous. Donc là, vous êtes comme dans une terrible contrainte. Vous subissez ce que vous ne voulez pas. Voilà, alors, dans ces cas-là, quand on est comme ça, un peu objet, là c'est la position d'objet vis-à-vis de la vie, c'est choisir le sujet. Et choisir le sujet, c'est dire d'accord, c'est vrai, je subis des choses qui ne me vont pas. Alors qu'est-ce que je peux choisir ? Qu'est-ce que je peux décider ? Et vous mettre plus en réaction mais en action, plus en objet mais en sujet. Donc discerner ce qui vous convient. Et c'est là-dedans, c'est ce passage-là. Et si vous le faites, ce passage, vous le vivrez pas mal. Donc la bonne décision, c'est celle que j'ai prise là, donc de partir et. Il me semble, non ? C'est la vôtre, oui, c'est celle que vous m'avez dite, oui. Oui. Et le vivre bien, c'est la vivre en sachant que c'est la décision qui me va. Comme vous le dites, c'est la bonne. Oui. Donc la bonne, c'est celle qui me convient. Oui, parce que c'était avec cet homme-là, ça ne mène à rien. Oui. Parce que moi, je pars en vacances. Parce que parce que moi, oui. Voilà. Et c'est pas ce que je veux. Et c'est pas ce que je souhaite. Voilà. C'est pas ça ma vie. Et quand vous mettez ces mots-là, Aurélie, c'est très juste parce que vous parlez de vous, rien que de vous, pas de lui. Vous ne vous voyez plus dans le reproche. Vous n'êtes plus en train de parler de lui ou sur lui. Vous parlez, juste moi, ça me convient plus. Au revoir. Et là, tout d'un coup, voilà, hop, vous êtes dans votre axe, dans votre ancrage, dans votre vie, bien chez vous, et vous savez prendre la décision qui est juste. Et elle va faire beaucoup moins mal, elle vous fera beaucoup moins peur, et vous n'allez pas mal le vivre, parce que quand c'est juste, on le vit pas mal. On le vit mal quand on n'est pas bien dans l'axe. Imaginez une contorsion au moment où on fait un mouvement. Aïe, on se coince. Le dos, le cou, ça fait mal. Parce qu'on ne s'est pas mis dans l'axe de qu'est-ce qui est clair pour soi, l'intention. D'accord ? D'accord. Bonne décision. Là, c'est une décision que j'ai prise de moi-même. Donc elle est forte. C'est pour me faire une vie. Et c'est pour ne plus subir. Et pour choisir. Pour ne plus subir. Voilà, c'est ça. Oui. Il y a Hugo qui dit pour Aurélie, bravo pour votre courage. Votre courage fera front, dit Hugo. Et il laisse son numéro pour vous. Il y a Dom aussi qui laisse un numéro dans les Ardennes. On vous les donnera quand Corentin va vous les donner. Bonne décision, Aurélie. Bon courage à vous. Merci beaucoup. Oui, merci. Merci d'avoir appelé. Je vous embrasse. Merci. Bon courage, Aurélie. Moi aussi, je vous embrasse. Au revoir. Europe 1. Sophie Peeters. Bonsoir Natacha. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Alors Corentin me dit que vous êtes toute jeune et toute stressée. Ouais. Oui. Un peu stressée. Vous avez quel âge ? Vous avez 23 ans, c'est ça Natacha ? Ouais, j'ai 23 ans. Ouais.
Et j'écoute l'émission depuis assez longtemps finalement. Et c'est la première fois où je me suis dit pourquoi pas passer à l'antenne. Oui, vous avez bien fait. Ouais. C'est 7 à 77 ans la libre antenne, comme Tintin. Non, je plaisante, presque. En fait, j'ai pas de questions précises. Oui. Mais, je voulais parler d'une espèce de contradiction dans laquelle j'étais maintenant, depuis peut-être 2-3 ans, vis-à-vis des hommes en fait. Oui. Et de comment est-ce que c'était possible, comme en tant que fille en fait, d'être en société, quoi. Parce qu'il faut savoir que moi, je fais des études d'art. Oui. Et donc, en fait, en ce moment, je me retrouve dans une espèce de situation assez paradoxale est-ce que je cherche à être femme et m'affirmer en tant que femme dans ma vie et dans mon identité, ou alors est-ce que j'essaie de m'infiltrer dans le milieu des hommes, parce qu'en fait c'est les hommes qui gèrent et qui maîtrisent ce milieu, quoi. Comme le milieu de l'art, c'est les hommes qui le maîtrisent. Oui, le milieu de l'art et puis la société, enfin en général. En tout cas, c'est le sentiment que vous en avez, parce qu'il y a des femmes puissantes aujourd'hui dans le travail et dans la société. Ouais, alors je trouve étonnant votre question, parce que vous dites, est-ce que je cherche à être une femme, ou est-ce que je m'infiltre en faisant quoi, en me camouflant en homme? C'est quoi l'idée? C'est de faire du George Sand? Parce qu'on n'est plus au 19e siècle, là. Ouais. Je sais qu'on n'est plus au 19e siècle, mais pour autant, je me sens pas extrêmement libre non plus. Ouais, alors c'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce qui fait, Natacha, que en tant que toute jeune femme, 23 ans, vous ne vous sentiez pas libre, notamment vis-à-vis et face de la gente masculine? Où sont vos manques de liberté? Où sont mes manques de liberté? Par exemple, je suis assez terrorisée quand je vois le manque de solidarité des femmes entre elles. Par exemple, voilà. Ça me terrifie en fait. Des femmes qui décident de penser comme des hommes. Voilà. Et c'est quoi une femme qui pense comme un homme? Une femme qui pense comme un homme, c'est une femme qui ne perçoit pas la difficulté et la fragilité d'une femme qui est en face d'elle, en fait, et qui fait semblant de ne pas la voir, et qui se range du côté des hommes. Oui, qui fusionne avec l'homme pour... Voilà. Alors que les hommes, entre eux, depuis très longtemps, fusionnent entre eux. Oui, c'est vrai, qui sont plus grégaires, exactement, plus entre eux. Et que la solidarité féminine est moins évidente. Comme elles sont dans la séduction, face à l'homme, elles sont un peu en compète. Ouais, aussi. Alors ça, il y a beaucoup de femmes. Il y a des femmes jalouses. Après, c'est aussi autre chose. Mais j'aimerais, en tout cas, j'ai peut-être pas vraiment de questions. Non, c'est intéressant. Enfin, si, c'est un questionnement existentiel, Natacha, que vous délivrez là. Mais dans la question que vous posiez, c'est est-ce que je peux être une femme finalement dans un monde d'hommes, en tout cas être la femme que vous avez envie d'être, donc cette femme solidaire, comme vous dites, vis-à-vis des autres femmes, en tout cas dans sa féminité, habiter sa féminité, et c'est ça votre question. Oui, parce que vous allez faire ce choix-là, et en faisant le choix, vous allez vous retrouver à être en contact, en groupe, d'amitié, avec des femmes qui vous ressemblent. Tant que vous n'êtes pas dans ce choix-là, tant que vous êtes dans l'entre-deux ou dans j'allais dire, entre le découragement, la tristesse, un peu dégoûté, enfin voilà, tout ce qui vous agite en ce moment, disons, il y a des choses que j'ai pas envie de vivre, voilà. Je me sens un peu en désillusion, un peu désabusée, quoi. Oui, désabusée, exactement, c'est tout à fait le mot. Mais tant que vous êtes là-dedans, du coup, ça veut dire que quand on est désabusé, on est un peu dans le rejet, on est un peu contre, donc, et que dès qu'on est contre, on s'isole, et ça va pas du tout vous résoudre et vous aider dans votre questionnement.
que c'est plutôt constater, faire un choix. Mais vous êtes bien sûr toute jeune, donc on a tout à fait le temps, mais c'est formidable de vous poser la question ces termes-là, parce que du coup, ça veut dire quoi? Votre état vous demande, à un moment donné, de choisir quelque chose qui, pour vous, va bien vous correspondre. Et dans ces moments, par exemple, donc j'ai été confrontée à ces situations-là assez compliquées finalement. Enfin, j'ai pas su finalement bien les vivre de manière assez naturelle. Donc, je me suis en fait vraiment repliée sur moi. Donc, voilà, c'est exactement ce que vous décriviez là. Mais dans ces moments-là où je suis confrontée à ces situations-là où les femmes ne sont pas solidaires entre elles et en même temps, il y a une espèce de suprématie masculine qui s'affirme, de quelle façon est-ce que moi comment est-ce que je peux me sortir de cette situation-là, en fait, qui est comment est-ce que je peux le faire de manière assez subtile, quoi. Tout se passe à l'intérieur de vous, en fait. Ça se verra après dehors, mais pour l'instant, ça se passe à l'intérieur. Quand je dis ça se passe à l'intérieur, c'est que là, vous ressentez, comme vous dites, ce genre de situation comme une agression. Vous vous sentez agressé, en fait. Et du coup, agressé de toutes parts, des deux côtés. C'est-à-dire, on va dire, d'un côté, un clan des hommes, et puis ces femmes avec lesquelles vous ne pouvez pas faire alliance. Donc, vous vous sentez agressé et seul. À l'intérieur de vous, il va falloir vous créer un espace où la femme que vous souhaitez être, celle qui vous plaît d'être, vous la choisissez, celle-là. Et en la choisissant, vous allez, comme par hasard, votre regard, au lieu de voir ce qui ne vous va pas, c'est-à-dire les gens avec lesquels vous ne vous sentez pas dans cette alliance, vous allez, comme par hasard, mais sans hasard, rencontrer ou croiser et voir, et à l'école, dans vos groupes, dans vos réseaux, des femmes qui sont comme vous, parce qu'il y en a. Et tout n'est pas noir et blanc. C'est que bien sûr qu'il y a des femmes qui aspirent à la même chose que vous, à cette amitié féminine, à cette solidarité, à ce groupe, voilà, et qui savent être aussi avec des hommes. Et ça, vous allez le trouver au moment donné où vous allez vous trouver vous. Et quand je dis vous trouvez vous, c'est faire ce choix-là, mais pas vous trahir. Parce que là, ce que vous êtes en train de me dire, c'est tiens, et si je me trahissais, ça marcherait mieux. Eh ben non, ça marchera beaucoup moins bien. Ma question, c'est pas me trahir au fond de moi, mais c'est physiquement pour moi. Voilà, c'est est-ce que si je m'habille autrement, par exemple, me comporte. Si je me coupe les cheveux de cette façon, est-ce que si si je ressemble à une garçonne, est-ce que si je ne remarque, est-ce que si par exemple c'est votre féminité qui vous fait peur. Un comportement assez sexiste, et si je faisais semblant de ne pas le remarquer. Mais Natacha, en fait, vous parlez de votre rapport à votre féminité. Et c'est celui-là qu'il vous faut aller regarder de près, parce que vous voulez changer votre aspect physique pour ne plus avoir à supporter ce que vous, aujourd'hui, vous estimez être le désavantage de la féminité. Le regard d'une femme jalouse ou le regard séducteur ou, on va dire, concupiscent d'un homme. Et ça, pour vous, c'est compliqué. Pour vous, tout ça, tous ces regards-là sont des agressions. Donc vous dites, je vais me faire couleur de muraille et comme ça, j'aurai la paix. Et en fait, vous allez traiter en surface quelque chose de l'extérieur qui mérite d'être traité de l'intérieur et qui est quel est mon rapport à ma féminité, comment me sentir à l'aise avec mon féminin. Parce que pour l'instant, vous êtes un peu fâché avec, sûrement dans votre histoire. Et pour l'instant, tant que vous êtes fâché avec la femme que vous êtes en train de devenir, vous pouvez ni accueillir le regard de l'homme sur vous, ni accueillir les autres femmes autour de vous. Et donc, l'histoire de la réconciliation, elle se passe à l'intérieur de vous, et surtout de ne pas changer votre aspect extérieur. J'imagine, Natacha, que vous devez être assez jolie pour me raconter votre histoire, bien sûr. Et vous portez, quelquefois c'est difficile à porter la beauté, surtout quand on est jeune, et on ne sait pas quoi en faire. Elle est bien encombrante, cette beauté. On s'en rend pas compte, parce qu'on dit elle a de la chance, tous les garçons la regardent, alors les filles sont jalouses. C'est ça que vous vivez. Ça peut être très dur. Ça peut être, je suis contente que vous en témoigniez, Natacha, parce que on croit que c'est facile d'être une jolie jeune fille de 23 ans, et quelquefois c'est pas si simple. Non, vraiment, franchement. Non, vraiment. Ça pose aussi beaucoup de questions. Enfin, c'est pas quelque chose qui est finalement qui est quand même très naturel et très, Oui, je comprends.
Ouais. C'est quelque chose qui s'appréhende aussi, quoi. Ouais. Et et parfois en fait j'aimerais être oubliée en fait. Voilà, j'aimerais qu'on me regarde pas, quoi. J'aimerais être transparente. Voilà, c'est ça, vraiment. Et oui, parce que cette beauté, cette féminité qui en plus est en pleine expansion, naissance, dans toute votre jeunesse, vous dites, je m'en passerais bien parce que du coup, j'aurais la paix. On me regarderait pas, et d'où l'envie d'être transparente. Alors, ce qui est intéressant, c'est pas d'ailleurs de la porter comme certaines, comme un trophée, c'est d'en faire une alliée, parce que la beauté, vous l'avez pas choisie, la nature vous l'a donnée, vos parents, voilà, vous êtes nés avec, et donc juste de l'accueillir pour la remercier, pour pas qu'elle vous encombre, juste qu'elle soit là au naturel, c'est-à-dire qu'elle accroche finalement pas les regards, elle les accrochera de fait, mais qu'elle ne les accroche pas trop à l'intérieur de vous-même pour pas vous sentir agressé. Un peu comme si, vous me parlez de vous couper les cheveux, etc. Laissez-lui libre cours à votre féminité, mais mettez-lui à l'intérieur quelque chose dans lequel elle se sente bien, un vêtement intérieur, quelque chose qui la protège, avec laquelle elle soit heureuse d'être. Ce serait bien peut-être, Natacha, mais bien sûr c'est une proposition que je vous fais, de, voyez, juste aller en parler avec un thérapeute, mais quelques séances, juste pour dénouer peut-être quelques fils de votre jeunesse, du rapport, voilà, là évidemment on n'a pas le temps, quelques minutes à la radio, du regard peut-être de votre père, de votre mère, de votre entourage. Allez un petit peu raconter tout ce que vous vivez pour que petit à petit vous puissiez apprivoiser finalement ce que vous vivez. Oui, c'est oui. Oui, je le ferai, je suis pas du tout contre. Oui, au contraire. Pour vous adopter, pour vous apprivoiser. Parce que là, ce que j'entends, c'est je suis prête à y renoncer tellement. Tellement en fait aussi j'ai envie de pouvoir parce que je suis très intéressée par la lecture et tout ça. Je suis plutôt assez intellectuelle, je crois, comme fille, mais c'est vrai en fait d'être vue de cette façon-là, ça empêche en fait. Ou alors moi ça me fait perdre mes moyens. D'accord, je comprends Natacha. Vous savez Natacha, alors comme vous êtes, j'imagine, hyper branchée Internet et tout, je vous conseille d'aller voir sur Facebook ou sur Internet le profil d'une très jeune romancière qui est passée sur la grande librairie, pas cette semaine mais la semaine précédente, et qui s'appelle Cécile Coulon. Coulon, qui a 26 ans, qui a déjà écrit, là elle publie son 6e roman, et qui est une ravissante blonde, aux yeux bleus, très sportive. Elle pose des choses très amusantes et qui va peut-être vous réconcilier avec cette partie-là, parce qu'elle est tout à fait ravissante et tout à fait intellectuelle et romancière. Je crois que j'ai besoin de personnalité, de modèle. C'est ce que je pensais. Voilà. Exactement. Alors, allez regarder elle. Allez regarder également une Iranienne extraordinaire, toujours passée, à la grande librairie. Elle, c'était jeudi dernier. Dont le nom de famille, je m'en souviens plus, mais son roman, elle a écrit. C'est Freud et la poupée, je crois. Mais si vous regardez le replay de la grande librairie, il est encore en ligne, c'est jeudi dernier. Et vous allez la trouver. Elle est absolument sublimement belle. Quand vous regardez des émissions comme ça, vous allez voir et ce sont des femmes écrivains très jeunes. Là, je vous parle de 26 ans et de 30 ans. Donc là, vous allez vous retrouver. Et puis, je vous lis une très jolie phrase que Louisa vient d'envoyer de Christiane Singer. Ce que tu ne mettras pas dans ce monde n'y sera pas. Et Louisa qui dit, j'ajoute que le monde a terriblement besoin du féminin. Donc portez fièrement votre féminin, Natacha, parce que oui, ce monde a besoin de féminin et de beauté féminine, parce qu'une femme, c'est aussi l'incarnation de la beauté. Donc voilà, je vous souhaite d'en être la plus fière possible et de ne pas la porter comme un fardeau. Et trouvez-vous ces modèles-là. Allez surfer auprès des écrivains, vous allez voir, il y en a plein de formidables. D'accord. Merci de nous avoir appelé, Natacha. De rien. Très belle soirée à vous. Merci. À vous. Au revoir. Au revoir.
Eh bien, c'est l'heure de se quitter, de vous souhaiter bonne nuit. Il est 1h du matin. Je vous laisse en compagnie des formidables histoires de Christophe Ondelat avec Ondelat raconte. À demain, 23h, faites de vos rêves.